suis candidat à l'élection présidentielle. Je suis un homme politique et une vedette politique. Le temps est proche. Vive la vie! Vive la victoire! Où les peuples pauvres du Sud vont monter à l'assaut des nations du Nord. Non, tu n'as pas changé, mon vieux. Tu n'as pas changé, tant mieux, non. Nous sommes des Français fiers. Nous ne sommes pas disposés à continuer à vivre à genoux ou couchés. Debout! J'ai quand même un bon fond, vous savez. Chirac, quelle ordure. Mais quelle ordure, ce type. À gauche, à gauche, à gauche. Hop. L'élection présidentielle, ce n'est pas un combat de programme. Les Français savent bien que les programmes électoraux sont emportés par le vent le lendemain de l'élection. C'est la personnalité des candidats. Leur expérience, leur caractère, leur courage, leur ténacité, leur persévérance. Et là, je crois avoir quelques atouts quand même. Voilà. Eh bien, écoutez, vous pouvez me déshabiller maintenant. Bah écoutez, on n'ira pas jusque-là. Jean-Marie Le Pen, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, nous sommes à 12 jours du dépôt officiel des 500 signatures pour les candidats à la présidentielle. Pour l'instant, il vous manque des signatures. Alors, est-ce qu'il y a une possibilité, Jean-Marie Le Pen, pour que vous soyez obligé de renoncer à l'élection, comme en 1981 ? Écoutez, si je n'ai pas les signatures, je serai mis hors la course. Évidemment, ce serait un cataclysme politique, aussi bien international que national. Il y va aussi de la réputation de la démocratie française. Comment admettre que un candidat qui représente des millions de voix, qui a été au deuxième tour de l'élection présidentielle de 2002, ne puisse pas se présenter parce qu'il n'a pas le nombre suffisant de signatures de maires. Vous en avez combien aujourd'hui ? Écoutez, on en a plus de 400, mais il nous en manque à la suite de la défection d'un certain nombre de maires qui, semble-t-il, n'ont pas l'intention d'honorer la signature qu'ils ont donnée, l'engagement d'honneur. Et là, je dois dire que ce sont les maires qui ont cette affaire entre les mains, car la loi leur a laissé la responsabilité, une très mauvaise loi, je vous l'accorde, mais elle leur a laissé la responsabilité de parrainer les candidats. Or, il y a, je ne sais pas, une douzaine de candidats, et il y a 38 000 maires. Par conséquent, il n'est pas acceptable, je crois, que certains maires puissent décider de faire la grève des parrainages, parce qu'à ce moment-là, les électeurs seraient fondés à faire aussi la grève des élections quand ces maires seront candidats. Alors j'espère que dans les quelques jours qui viennent, la plupart d'entre eux vont comprendre qu'ils ont cette affaire entre les mains, c'est leur responsabilité, et je leur demande de remplir la mission que la loi leur a confiée. Alors nous, on a demandé aux Français, Jean-Marie Le Pen, s'ils souhaitaient que vous obteniez vos 500 signatures, et regardez, eh bien les Français ont répondu oui à 58%. Ça ne signifie pas que 58% des Français soient d'accord avec vos idées, bien sûr, mais ils souhaitent en tout cas que vous soyez présents à ce premier tour. Les hommes ont répondu oui à 69%. Les femmes, en revanche, ont répondu oui en minorité, 48%. Donc heureusement pour vous. J'ai toujours un petit déficit du côté féminin que je ne m'explique pas d'ailleurs. Mais je ne sais pas, mais en tout cas pour vous, heureusement qu'il y a des hommes en France, Jean-Marie Le Pen. Alors on va s'intéresser à vous et à votre parcours pendant 1 heure. On va essayer de comprendre qui vous êtes, Jean-Marie Le Pen, et pourquoi vous êtes là aujourd'hui. Est-ce que vous aimez parler de vous et de votre vie ? Écoutez, quand on est un homme public, par définition, on est sur le plateau en permanence. Je parle de moi dans la mesure où ma personnalité joue un rôle dans un certain nombre d'élections, par exemple dans celle-ci. Il me semble que l'élection présidentielle, c'est beaucoup plus la désignation d'un président de la République plutôt que le choix d'un programme politique qui est le fait des élections législatives et du programme de gouvernement. D'ailleurs, à Lille, j'ai fait un discours de président de la République, mais en même temps, on a publié le programme législatif du Front National en 70 pages. Les gens qui aiment ça pourront trouver leurs bénéfices. On en reparlera dans la deuxième partie de l'émission de votre programme, Jean-Marie Le Pen, avec Bernard de la Villardière. Mais avant cela, pour mieux vous connaître, eh bien, Anne-Elisabeth Lemoine va nous rejoindre pour brosser votre portrait.
Bonjour Anne-Elisabeth. Bonjour. Monsieur Le Pen, bonjour. Encore une seconde, monsieur le bourreau. Et ce n'est pas facile de faire le portrait de Jean-Marie Le Pen, Anne-Elisabeth. C'est pas facile parce que le plus difficile en fait quand on doit dresser un portrait de vous, monsieur Le Pen, c'est de trouver le ton juste, ni trop agressif, ni trop complaisant. Alors la solution, ça pourrait être l'humour, mais même rire avec vous, monsieur Le Pen, ça tourne inévitablement au cas de conscience. Pierre Desproges, le premier, déclarait à votre sujet en 1977, on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Vous réussissez en tout cas à rire de n'importe quoi, du physique de vos adversaires, quand vous qualifiez Robert Hue de nain de jardin, ou encore de l'orientation sexuelle d'une partie des Français, quand vous comparez les homosexuels qui vivent dans le quartier du Marais à Paris à des coqs châtrés. C'était le 20 février dernier, vous étiez invité par la Fédération nationale des chasseurs. Dans le Marais de Paris, on peut chasser le chapon sans date d'ouverture ou de fermeture, mais dans le Marais de Picardie, on ne peut chasser le canard en février. Oui. C'est un humour en tout cas qui fait systématiquement... Oui, c'est un humour. Je pense, moi j'ai des amis homosexuels qui ont trouvé ça assez drôle et qui n'ont pas été du tout choqués, mais je sais qu'il y a il y a des professionnels de l'homosexualisme, c'est un métier pour eux, et eux évidemment ils sont tout de suite à l'affût, si j'ose dire, puisqu'on parle de chasse. On va continuer. En tout cas, cet humour fait systématiquement débat. Au mieux, il est jugé politiquement incorrect. Au pire, il est passible d'une condamnation lorsque certains de vos jeux de mots virent à l'injure publique, comme en 1988, dans l'affaire qui vous a opposé à Michel Durafour, ministre de la fonction publique de l'époque. Monsieur Durafour et Dumoulin, obscur ministre de l'ouverture, dans laquelle il a d'ailleurs immédiatement disparu, a déclaré le Parti communiste, lui, perd des forces, tandis que l'extrême droite ne cesse d'en gagner. Monsieur Durafour, crématoire, merci de cet aveu. Alors, résultat, votre sens de l'humour et celui de la formule vous ont conduit à plusieurs reprises devant les tribunaux. Vous êtes donc tout sauf un homme politique comme les autres. Et pendant très longtemps, il paraissait plus qu'improbable que vous puissiez prétendre aux plus hautes fonctions de l'État. Même vous en doutiez. Est-ce que vous pensez qu'un jour, Jean-Marie Le Pen conduira la France ? Oh, je n'ai pas cette vanité de penser que je pourrais un jour conduire la France, mais cependant, si on ne sait jamais, l'histoire le voulait, pourquoi pas ? Alors la France découvre alors un homme au physique hors norme, un bandeau sur l'œil gauche, un pirate de la politique qui séduit seulement 0,75% des Français à l'élection présidentielle de 1974. Un pirate aux méthodes et au discours qui tranchent radicalement avec la classe politique. Vous vous distinguez par vos qualités d'orateur, par votre maîtrise de l'imparfait du subjonctif, mais surtout par votre goût de l'affrontement. Résultat, on redoute de débattre avec Le Pen, on redoute de l'interviewer et on redoute la violence de ses ripostes. Votre histoire avec les Français, c'est donc 30 ans de fascination et de répulsion qui vous ont mené au second tour de l'élection présidentielle en 2002. Un résultat que personne n'avait prévu. Aujourd'hui encore difficile d'évaluer le score que vous réaliserez le 22 avril prochain parce que des millions de Français ont l'intention de voter pour vous, mais tous n'osent pas le dire aux instituts de sondage. Là encore, c'est ce qui fait de vous, monsieur Le Pen, un homme politique à part. Alors Jean-Marie Le Pen, on va revenir maintenant. Je voudrais une précision, c'est pas 30 ans, c'est 50 ans. Parce que j'ai été élu député à 27 ans, en 56, et j'étais président de groupe parlementaire à 27 ans. Je parlais de votre première candidature à l'élection présidentielle. Oui, d'accord, mais il y a 50 ans que je suis dans la politique française. Ne vous inquiétez pas, et gloire m'en fait. Il y a un sujet sur votre parcours politique qui va venir, Jean-Marie Le Pen, mais on va revenir avant sur ce qui est certainement le plus grand moment de votre carrière politique. C'était le 21 avril 2002. Nous sommes le soir du premier tour de l'élection présidentielle. Comme des millions de Français, Jean-Marie Le Pen, vous êtes devant votre poste de télévision. Il est 20h au moment des résultats. Et voilà ce qui se passe. En quelques secondes, il est 20h. Voici notre estimation. De notre point de vue, pas de problème. Ce seront Jacques Chirac, 19,8% des voix et Jean-Marie Le Pen, 17,4%. Jean-Marie Le Pen, c'est une énorme surprise, avec 17,9% donc des suffrages. Jean-Marie Le Pen, qu'est-ce qu'il se passe dans votre tête à ce moment-là? Vous n'êtes pas heureux? J'étais un peu déçu de ne faire que cela. Non mais sans rigoler, franchement. Je pensais faire plus que ça,
Et je pense encore que je ferai plus que cela. Mais aussi parce que c'est une très grande responsabilité que d'arriver au deuxième tour de l'élection présidentielle. Et déjà, mentalement, je me prépare aux écrasantes responsabilités qui sont celles du président de la République. Un certain nombre de candidats prennent ça avec légèreté, comme s'il s'agissait d'un challenge sportif. Mais moi, je sais quelle sera la tâche du président de la République et quelles seront ses difficultés. Vous n'avez pas le moindre sourire. Il n'y a pas un moment où vous êtes quand même heureux d'être là, parce que c'était inattendu. Personne ne vous attendait au deuxième tour. Si, moi, il y a un certain nombre de gens plus lucides que les autres. Oui, j'avais annoncé à la presse 15 jours avant que je serais au deuxième tour. Bien sûr, mais si, on savait. Un certain nombre de gens savaient. Et moi, je le savais d'ailleurs en plus depuis 15 heures, parce que par une des possessions françaises qui sont réparties dans le monde, je savais déjà que le dépouillement me donnait là-bas le double des voix que j'avais fait la fois précédente. Est-ce que vous avez eu peur ? Vous avez eu les résultats ? Peur des responsabilités qui risquent Je n'ai peur que d'une seule chose, comme mes ancêtres gaulois, c'est que le ciel me tombe sur la tête. C'est la seule chose dont j'ai vraiment peur. Mais il vous est un peu tombé sur la tête ce soir-là, quand même. Non, pas du tout. Je suis un vieux combattant politique et par conséquent, c'est une éventualité qui ne m'a pas surprise. Je serai en tête en 2007 du premier tour. Je ne serai pas étonné. J'en prendrai acte, mais je ne serai pas étonné. Et je me préparerai, bien sûr, cette fois de façon plus dynamique encore que la dernière fois, à gagner ce deuxième tour. Est-ce que ça a changé quelque chose dans votre vie de tous les jours, le fait d'avoir été au deuxième tour de l'élection présidentielle ? Non. Est-ce qu'il y a plus de gens qui vous témoignent de leur soutien de façon découverte, justement ? Je ne crois pas du tout. Ça va peut-être donner un petit peu plus d'exposition médiatique. Vous savez, moi je suis victime d'une sous-présentation permanente. Je voudrais vous citer un chiffre. Je crois que c'est le CSA qui disait que dans les premiers 6 mois de 2006, c'est-à-dire l'année dernière, la présence aux 20h des 6 chaînes de télévision principales, il y avait Madame Ségolène Royal, Sarkozy 176, Ségolène Royal 162, permettez, Bayrou 44, Le Pen 4. Oui, mais Monsieur Le Pen, en tout cas sur M6, vous êtes au même niveau que les autres candidats, notamment Nicolas Sarkozy. Qui est passé. Et Ségolène Royal. Vous croyez vraiment mais c'est possible. J'en suis sûr, j'ai les chiffres. C'est possible, mais je peux vous dire par exemple que Monsieur Naon à FR3 s'est contenté. Il a annoncé quels étaient les chiffres. 25 pour Sarkozy, etc. 7 pour Monsieur de Villiers, 5 pour Le Pen. Il a dit, mais voyez, c'est un rapport équitable. Alors, ce qui est équitable pour Monsieur Naon n'est probablement pas équitable pour les mathématiques. Jean-Marie Le Pen, on va revenir sur votre parcours politique. Vous l'avez dit vous-même, ça fait plus de 50 ans que vous êtes dans le circuit. Quand vous avez démarré votre carrière, Ségolène Royal, François Bayrou et Nicolas Sarkozy n'étaient même pas nés. On était encore sous la 4e République. Votre longue carrière... Si, quand même, ils étaient nés, si. Non. Ils n'ont pas plus de 51 ans ? Non, mais vous n'avez pas commencé tout à fait en 56. Vous avez commencé à militer avant, vous avez commencé la politique avant. Non. J'étais en Indochine, j'étais officier de parachutiste à la Légion étrangère et je suis revenu et 3 mois après, j'ai été élu député. Je n'ai pas milité, en effet, politiquement. Je n'étais même pas inscrit sur les listes électorales. J'ai voté pour la première fois pour moi et j'ai été élu. J'ai eu de la chance comme électeur. Nicolas Sarkozy est né en 1955. En tout cas, Jean-Marie Le Pen, votre longue carrière a été marquée par des coups d'éclat, des traversées du désert, mais aussi par des dérapages. Et on va revenir justement sur votre parcours avec Laurent Bailly. J'ai décidé de présenter ma candidature aux élections présidentielles prochaines. 0,75% à la présidentielle de 74, un score pas nul, mais presque. C'est la première fois que Jean-Marie Le Pen brigue l'Élysée. À l'époque, le Front National n'a que 2 ans. Le Pen l'a fondé en 1972 en rassemblant les différentes composantes de l'extrême droite, y compris d'anciens collaborateurs. Nous sommes la droite populaire, qui est tentée sur les valeurs traditionnelles qui, à nos yeux, ont fait les 2000 ans de notre histoire. Nous sommes la droite sociale. Le Pen est déjà un vieux routier de la politique. Aux législatives de 56, aux côtés de Pierre Poujade, il est devenu le plus jeune député de la 4e République. Il a 27 ans. Il rentre d'Indochine, où il est arrivé après la bataille de Dien Bien Phu. Le temps de se fâcher avec Poujade, il repart se battre, en Algérie cette fois, sous l'uniforme de la Légion. Le lieutenant Le Pen déclarera au journal Combat en 1962, je n'ai rien à cacher, j'ai torturé parce qu'il fallait le faire, des propos qu'il démentira quelques jours plus tard. À l'époque, l'ennemi c'est le gaullisme et le communisme. Mais dans les années 70, l'homme au bandeau et ses amis trouvent de nouveaux responsables aux problèmes de la France.
Il y a une inquiétude du pays vis-à-vis de l'immigration sauvage en particulier, parce que les gens, vis-à-vis des travailleurs, ont une attitude normale, et d'ailleurs qui ressemble à la nôtre, mais vis-à-vis de tous les gens qui viennent se faire soigner en France et qui franchissent des frontières sans aucun contrôle, il y a une hostilité certaine. Le Pen n'obtient pas ses parrainages pour la présidentielle de 81, mais son credo anti-immigré commence à prendre. En 83, lors des municipales, il tient sa revanche. À Dreux, en Eure-et-Loire, premier succès électoral du FN. Sa campagne, il l'a menée autour d'un seul thème, l'immigration. Jean-Pierre Stirbois, bras droit de Le Pen, arbitre au deuxième tour en faveur du candidat UDF-RPR. 1986, 30 ans plus tard, Jean-Marie Le Pen retrouve les bancs de l'Assemblée. Il y prépare l'échéance de 88, c'est le tribe peine de toujours. Il crie au complot, dénonce les médias et va jusqu'à afficher des positions qui flirtent avec le révisionnisme. Je me pose un certain nombre de questions et je ne dis pas que les chambres à gaz n'ont pas existé. Je n'ai pas pu moi-même en voir, je n'ai pas étudié spécialement la question, mais je crois que c'est un point de détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Pour ce détail, Le Pen sera condamné plusieurs fois. En 95, Chirac bat Jospin. Jean-Marie Le Pen, lui, plafonne à 15%, à peine mieux qu'en 88. De meeting bleu-blanc-rouge en défilé du 1er mai, depuis 20 ans, ces thèmes de campagne n'ont pas varié. Immigration égale chômage égale insécurité. Autre constante, la provocation, comme ici, quand Le Pen s'affiche avec Saddam Hussein lors de la première guerre du Golfe. Ou encore là, en 96, quand il livre le fond de sa pensée et sa vision du monde. Je crois à l'inégalité des races, oui, bien sûr. C'est évident. Toute l'histoire le démontre. Elles n'ont pas la même capacité, ni le même niveau d'évolution historique. L'année d'après, campagne des législatives, Le Pen est à Mantes pour soutenir sa fille candidate. L'accueil est hostile. Je vais faire courir, moi, tu vas voir le rouquin là-bas. Hein? PD! Insultes, altercations musclées, Jean-Marie Le Pen va jusqu'à malmener une élue socialiste. Vous avez compris, on en a marre! Ah, ça m'a rajeuni! Aujourd'hui, le discours s'est polissé, le décor aussi est différent. Le vétéran de l'extrême droite française, lui, n'a pas changé. Jean-Marie Le Pen, fidèle à ses idées, jusqu'au bout. Jean-Marie Le Pen, est-ce que vous regrettez des choses dans votre parcours? Est-ce que s'il y avait des choses à refaire, vous referiez tout pareil? Mais je regrette qu'une chose, de n'avoir pas été candidat en 1965. J'aurais pu et dû l'être, je ne l'ai pas été, j'ai promu quelqu'un d'autre et ça a fait perdre au moins 20 ans à la cause nationale et ça a permis surtout 1968, ce qui est navrant. Je pense que 68 n'aurait pas eu lieu si j'avais pu fonder le Front National en 65 comme j'en avais l'intention après la campagne électorale présidentielle de Tixier-Vignancourt. Voilà, il y avait Tixier-Vignancourt qui s'est présenté en 65. Il y avait Tixier-Vignancourt. Et c'est moi qui l'ai présenté. Oui. Parfaitement. Et j'ai eu tort. J'aurais dû me présenter moi-même, je pouvais le faire. J'avais à ce moment-là la confiance de mes amis. J'étais en fait le responsable de l'action politique de l'Algérie française à ce moment-là. Et je ne l'ai pas fait par une certaine, peut-être, timidité, une certaine discrétion. À ce moment-là, l'âge du président était quelque chose de très important. Vous n'aviez que 37 ans. Et oser à une trentaine d'années se présenter comme président de la République, ça apparaissait un peu insolent. Et donc j'ai préféré pousser en avant quelqu'un d'autre. Et j'ai eu tort puisque aussi bien, on n'a pas pu faire le mouvement en question parce que lui a préféré se faire investir par monsieur Le Canuet avec 5 sièges. Mais on dit que votre discours est plus polissé. Vous faites plus attention aujourd'hui ? Oui, je n'ai pas plus polissé. Non, vous avez résumé en quelques minutes les griefs qu'on peut faire à Le Pen en 50 ans de vie politique. C'est vrai que lui, il n'y a pas de sang contaminé, il n'y a pas de tripotage dans les caisses. Il n'y a pas de tripotage dans les caisses. Alors il faut bien le chercher sur quelque chose. Et on le prend sur quoi? Eh bien sur des opinions. On lui reproche des opinions ou la maladresse avec laquelle il a exprimé ses opinions, contraire, comme vous avez dit, à
à la pensée unique. C'est vrai que il y a une pensée correcte en France. Et celui qui ne respecte pas cela, eh bien, est mis hors la loi. Je ne respecte pas la pensée unique. Alors vous dites maladresse, Jean-Marie Le Pen. Est-ce que quand vous faites une petite phrase malheureuse, on va dire, est-ce que c'est une maladresse ou est-ce que vous la préparez avant? Non, madame, non, pas du tout. Je suis un homme assez direct, moi, et quand j'exprime quelque chose et que peut-être je ne touche pas ma cible ou que je n'exprime pas exactement ce que j'ai à dire, eh bien, je précise. J'ai fait une conférence de presse, tenez, au lendemain du détail. Il y avait 100 journalistes. Il n'y a qu'un seul journal qui a rendu compte de ce que j'avais dit. Lequel? C'était le Quotidien de Paris. C'est à son honneur. Jean-Marie Le Pen, vous n'avez jamais pensé que si vous aviez opté pour une droite, on va dire, plus classique, vous auriez pu être ministre, vous auriez pu avoir une autre carrière, entre guillemets? Oui, mais vous avez compris que ça ne m'intéressait pas, ça. Moi, j'ai des opinions, j'ai des idées. Je crois que le régime a conduit la France au désastre. Par conséquent, je ne tenais pas à prendre une place dans cet autobus et me rendre complice, comme le sont, qu'ils volassent nolins, Monsieur Bayrou, Madame Ségolène Royal ou Monsieur Sarkozy, qui sont dans la politique française depuis 30 ans, qui sont des européistes, qui ont tous sont battus pour le oui lors du référendum européen. Moi, j'ai voté non. Par conséquent, je suis en désaccord sur la manière dont la France a été conduite. Et comme j'ai annoncé à l'avance les désastres que la France allait connaître avec cette politique-là, je crois que je suis le seul bien fondé aujourd'hui à proposer les autres mesures. Alors justement, comme vous êtes, comme le disait Anne-Elisabeth, vous êtes un personnage à part dans la classe politique. Est-ce que vous avez des amis hors Front National ? Comment ça se passe avec les autres hommes et femmes politiques ? Oui, bien sûr. C'est évident que j'en ai, c'est évident. Mais les amis que j'ai, je leur conseille toujours la prudence. Parce que comme je suis diabolisé et persécuté, comme l'ont été mes enfants à l'école, comme le sont les militants du Front National dans leurs entreprises, même quand ils sont ouvriers, là c'est la CGT qui s'occupe d'eux, etc. Nous sommes persécutés. Bien souvent, je dis aux hauts fonctionnaires qui se déclarent, me disent, je suis prêt à me déclarer pour vous, je dis, gardez-vous-en. Même les chanteurs, gardez-vous-en. Il y en a qui vous soutiennent ? Bien sûr, mais si jamais on avait su qu'ils m'avaient rencontré, ou ceux qui ont chanté pour le Front National ont vu leur carrière brisée. Ils sont si nombreux que ça ? Oui, il y en a quelques-uns, quelques-uns qui ont été sévèrement tancés. Mais ça vous embête pas qu'il y ait des gens justement qui vous soutiennent mais qui ne puissent pas le dire ? Vous savez, qui n'osent pas le dire ? Je prends des risques puisque mon immeuble a explosé, n'est-ce pas ? En 76. Le terrorisme, je connais bien, moi, ça, et mes enfants aussi, qui se trouvaient avec moi et ma femme dans notre maison, en même temps que d'ailleurs les voisins. Je sais quels sont les risques de la vie politique, mais je sais le poids de la persécution permanente, de la diffamation, des sous-entendus, des non-invitations. Tenez là, par exemple, actuellement, il y a des syndicats qui reçoivent les candidats à la présidence de la République. Eh bien, 5 sur 6 recevront tout le monde sauf Le Pen. Les journalistes qui veulent organiser des débats dans la vie politique, dans cette affaire présidentielle, eh bien, je crois qu'il y a même 15 000 signatures, paraît-il, eh bien, ont invité tout le monde, sauf Le Pen. C'est la démocratie sans Le Pen, en quelque sorte. Monsieur Le Pen, on va continuer à évoquer votre parcours, et pour mieux vous connaître, eh bien, voici notre rubrique photo, ça s'appelle l'album Paris Match. Alors on va commencer avec une première photo, Jean-Marie Le Pen, vous avez 11 ans sur cette photo, vous êtes né en 1928 à la Trinité-sur-Mer, vous pesiez 6 kilos à la naissance, vous ne faites jamais rien comme tout le monde. Eh oui, ça c'était pas moi, c'est ceux qui m'ont fait ça. Alors quand vous étiez petit, Jean-Marie Le Pen, vous étiez indiscipliné, rebelle, réfractaire à toute autorité, finalement c'est tout le contraire des valeurs que vous prenez aujourd'hui. Vous l'expliquez comment ce cheminement ? Non, pas du tout. J'étais pas du tout rebelle. Vous avez été viré de plein de lycées. J'étais frondeur, oui, c'est vrai. J'étais frondeur, surtout à partir du moment où j'ai eu 16 ans. J'avais pris un certain nombre de responsabilités, couru certains risques. Dans les cours, avec les bras croisés pour entrer à l'étude, je ne supportais plus. C'est vrai, c'est alors. Quelle importance. Vous vouliez faire quel métier quand vous étiez enfant ? Je voulais être officier de marine. Mais quand j'ai eu l'âge de faire Matélème ou Maspé, eh bien, il y avait encore des officiers, mais il n'y avait plus de bateaux. Alors, ni militaire, ni civil. Donc, j'ai fait autre chose. J'ai fait du droit. Vous savez, le droit qui conduit à tout. Mais on va condition d'en sortir. Et moi, il m'a conduit, dans le fond, à l'édition phonographique. Vous voyez? Comme quoi. La politique, ça vous a pris à quel âge, alors?
Ah, ça m'a pris, je crois, la première fois. Le premier geste politique que j'ai fait, je crois que c'était à 16 ans. À la Libération, où j'étais assez scandalisé de voir les Tartarins qui se révélaient après le départ des Allemands se tondre les femmes, les serveuses qui travaillaient avec les Allemands. J'avais fait 2 samizdat, ça s'appelait pas encore les samizdat à l'époque, et je les ai collés, un à la mairie et l'autre sur le quai de la Trinité. Ça m'a valu quelques soucis là aussi, mais enfin sans importance. On va voir une deuxième photo. Jean-Marie Le Pen, c'est une photo qui vous représente avec vos parents. Votre mère était couturière, votre père était marin-pêcheur. Ils étaient de gauche ou de droite, vos parents ? Mon père était conseiller municipal, je crois plutôt de droite. Il était jeune conseiller municipal, il était aussi syndic des gens de mer, et il était élu chez nous en Bretagne, la droite et la gauche n'étaient pas très loin les unes des autres, mais ça se marquait surtout dans les organisations d'anciens combattants. Il y avait l'UNC, l'Union nationale des combattants, et l'UF, l'Union fédérale. L'Union fédérale était plutôt à gauche, l'UNC plutôt à droite. Mon père était plutôt à droite. Il était à l'UNC. Comment ? Et votre mère ? Mon grand-père. Ma mère ne participait pas à la vie politique. Vous savez que la gauche avait interdit pendant longtemps que les femmes votent en France, n'est-ce pas ? Elles avaient peur qu'elles se fassent impressionner par les curés. Et on a eu le droit de vote pour les femmes en France, je crois que c'est 20 ans ou 30 ans après les Turcs. Après les femmes turques. Bon, grâce à De Gaulle. Comment ? Grâce à De Gaulle. Grâce à De Gaulle, absolument, oui. Alors, votre père est mort pendant la guerre, lors d'un accident en mer. Son bateau a heurté une mine anglaise. Oui, vous aviez 14 ans. Oui. Vous êtes devenu pupille de la nation. Oui. Est-ce que ça a changé votre rapport avec la notion de patrie ? Est-ce que vous êtes senti redevable ? Tout à fait, puisque vous savez que la formule officielle est la nation adopte le mineur. Et le fait d'être adopté par la nation exacerbait encore mes sentiments patriotiques. J'ai été élevé, moi, dans l'amour de la patrie, aussi bien par mes parents que par mon instituteur socialiste, que par tout l'environnement des enfants de mon âge était patriotique. En plus, je suis né entre les deux guerres, entre 1918 et 1938. C'est vous dire que la Première Guerre mondiale pesait d'un poids énorme à ce moment-là sur la vie, parce qu'il y avait beaucoup de mutilés de guerre, beaucoup de veuves de guerre, beaucoup de jeunes femmes qui ne trouveraient jamais de mari parce que celui-là était mort dans les tranchées, qui resteraient vieilles filles toute leur vie, ou qui feraient le catéchisme, c'est le curé, ou la troupe théâtrale, ou la chorale. Et donc j'ai vécu dans cette ambiance-là, et j'ai toujours eu l'amour de mon pays, l'amour de la France. C'est une des données de ma vie, et le fait qu'elle soit un petit peu, institutionnalisée par la République elle-même, me donnait le sentiment que j'avais plus de droits, mais surtout plus de devoirs à son égard. Alors Jean-Marie Le Pen, on va voir une troisième photo. Sur cette photo, vous avez une vingtaine d'années. Vous êtes étudiant en droit à Paris, vous avez eu votre licence en 52, vous n'avez jamais exercé en tant qu'avocat. C'est quand vous étiez étudiant que vous avez commencé à militer au sein de la Corpo, une association d'étudiants de droite. Et alors il paraît, Jean-Marie Le Pen, que vous étiez la terreur du quartier latin. C'est-à-dire que le quartier latin et toutes les corpos de Paris étaient communistes à ce moment-là, et pesaient d'un poids assez lourd. Moi, je ne l'étais pas, et je ne me laissais pas faire, il faut bien le dire. Là, je suis président de la Corpo de droit, et nous attendons le président de la République au bal du droit. C'est pour ça que je suis en queue de pie, en quelque sorte, en cravate blanche. Et concernant la terreur du quartier latin. Et alors, tenez, un autre exemple, l'UNEF, dont j'ai été un des dirigeants. J'ai même été un des fondateurs de la MNEF. Eh bien, organise pour son 100e anniversaire à la fois un grand banquet, une grande réunion. Elle invitera tout le monde, sauf Le Pen. On va revenir quand même à vos années étudiantes, Jean-Marie Le Pen. Est-ce que vous faisiez le coup de poing quand vous étiez étudiant ? Ça m'est arrivé, oui. Vous savez, quand j'étais jeune, moi, la virilité était admise, voyez-vous. C'est moins le cas maintenant, mais à ce moment-là, c'était admis, oui. Je jouais au rugby, j'étais quelqu'un de viril, mais quand on venait me chercher, c'est vrai qu'on me trouvait. Jean-Marie Le Pen, on va s'intéresser maintenant à votre jardin secret. La semaine dernière, Nicolas Sarkozy nous avait emmenés dans son bureau au ministère de l'Intérieur. Vous avez choisi de nous faire visiter la maison avec piscine, dans laquelle vous vivez en compagnie de Janie, votre épouse. C'est un reportage de Delphine Pruneau. Oui, c'est la maison de ma femme. La villa Hortense, à Rueil, en banlieue ouest et chic de Paris. Une dépendance du château de Malmaison d'époque napoléonienne. Un jardin de 1500 mètres carrés, une piscine. Ici, Jean-Marie Le Pen vit dans l'aisance, chez sa femme Janie, depuis leur mariage en 1991. C'est quand même assez agréable, quoi. C'est pas grand. Un petit chez soi vaut mieux qu'un grand chez les autres. Tout ici, c'est quand même l'esthétique janiste. C'est une maison qui est
décoré de façon très féminine. À bientôt 79 ans, Jean-Marie Le Pen donne l'image d'un retraité au plaisir simple. Ce samedi après-midi, par exemple, il donne à manger à ses poissons rouges. On a des poissons, mais gigantesques. Il y en a un rouge, il est comme ça. C'est des carpes de koi. Il se méfie parce que on en a eu plusieurs qui ont été volés par les hérons. D'habitude, je coupe un peu les rosiers, mais là, c'est l'hivernage. Vous voyez, j'ai encore une rose, même deux. Le candidat partage son temps entre sa propriété de Saint-Cloud et cette villa bonbonnière. Pour travailler, il dispose de ce bureau. Voilà. Je révise. Je révise. Voilà. Donc ça c'est votre espace. C'est ici que vous pouvez... Moi, c'est le bureau que ma femme m'a concédé. Se repliant dans un autre petit bureau. C'est-à-dire que... Où elle fait ses petites affaires à elle. Éduqué à l'ancienne, il confesse quelques manies quotidiennes, des gestes anti-gaspillage. Moi j'ai été un petit pauvre, alors on m'a appris ça, qu'il fallait ne pas laisser de potage dans son assiette, il fallait finir le pain, il fallait pas jeter le pain, il fallait éteindre l'électricité quand on sortait, etc. etc. Tout c'est fermer les portes pour pas que la chaleur s'en aille. Tout ça, ce sont des petits gestes qui, quand ils sont inculqués dans l'enfance, restent toute la vie. Vous parlez aujourd'hui en francs ou en euros? Ça dépend, je suis bilingue. En fait, je pense que tu fais comme nous. Je parle évidemment tout le temps en euros, mais en même temps, mon inconscient est content de se rassurer. Ce que je dois, c'est en euros. Ce 50 euros, c'est 35, 350 francs. Ah, ouf, c'est pas tellement. Une pause café avec son équipe avant d'entamer une réunion de travail, car très vite, les affaires reprennent. Jean-Marie Le Pen, qui est le chef à la maison? C'est vous, votre épouse? Je suis tout naturellement le chef de famille, bien sûr, aussi bien à l'égard de mon épouse qu'à l'égard de mes enfants ou de mes petits-enfants. Ceci n'est pas discuté, mais je crois que cette tutelle est légère et affectueuse. Et quel est le rôle de votre épouse dans votre campagne? Est-ce qu'elle a un rôle, justement? Elle a le rôle d'essayer de nous rendre heureux, le plus heureux possible. Et cela, c'est un concours absolument irremplaçable. Est-ce que parfois elle vous critique? Ou est-ce qu'elle est dévouée et presque fan de Jean-Marie Le Pen? Oui, quelquefois elle me critique, oui, sur absolument. Quoi en particulier? Elle me fait je sais pas, quelquefois même sur des positions politiques ou sur la manière... Qui la gêne? Comment? Des positions politiques qui la gênent? Ou quelquefois pas forcément qui la gêne, mais dont elle trouve que j'aurais dû les préciser, ou au contraire les laisser plus sous le boisseau, etc. Voilà, elle a sa libre opinion. Et je tiens compte souvent de ce qu'elle dit, et puis elle me tient en quelque sorte dans une présentation que je crois assez convenable. Alors on va terminer cette première partie d'émission, Jean-Marie Le Pen, avec un sondage. En fait, on a demandé aux Français ce qu'ils pensaient de vous. Alors on va commencer avec vos points forts. Pour 77% des gens, vous êtes un bon orateur. 71% des Français estiment que vous aimez votre pays. Plus d'un tiers des personnes interrogées, 39% exactement, pensent que vous dites la vérité. En revanche, une écrasante majorité des gens, 80%, estiment que vous n'avez pas la stature d'un président. Qu'est-ce que vous retenez en premier dans ce sondage? Rien. Il y a quand même des qualités. Non, ça n'est qu'un sondage, c'est tout. C'est ce que pensent des gens à un certain moment. Je ne sais pas qui a été interrogé. Par conséquent, je me remets... C'est un échantillon représentatif. Je n'achète jamais chat en poche. On va quand même faire vos points faibles, Jean-Marie Le Pen, parce qu'on a fait vos points forts. On va faire vos points faibles. Alors, vos points faibles. 89% des gens, Jean-Marie Le Pen, vous jugent autoritaire. 84% des Français estiment que vous êtes provocateur. Vous inquiétez 72%, c'est-à-dire les 3/4 des gens. Enfin, pour 69% des Français, vous êtes trop âgé. Je n'ai que des défauts, en quelque sorte. Mais non, on a fait vos points forts avant. Alors, Jean-Marie Le Pen, vous avez 78 ans. Je sais qu'on vous a et beaucoup presque toutes mes dents. Voilà, je sais qu'on vous a beaucoup posé la question, mais est-ce que 78 ans, c'est pas trop vieux pour être président? Écoutez, le président, vous avez entendu parler du chancelier Adenauer, ça vous dit peut-être quelque chose. Quand même, oui. Eh bien, il a gouverné de 77 à 87 ans.
Voyez-vous, et il n'a pas la réputation d'avoir été un mauvais chancelier. Je vous signale que le président Watt, qui vient d'être réélu, a 81 ans. Par conséquent, je ne me sens pas hors de course, et si je le sentais, je ne me présenterais pas à l'élection présidentielle. Voyez-vous, dans ce domaine, comme dans beaucoup d'autres, notre pensée politique a évacué un certain nombre, ou n'a pas compris un certain nombre de réalités. Depuis 50 ans, la durée de la vie a augmenté de 15 ans en France. 15 ans. Ce qui ne va pas sans avoir des conséquences, d'ailleurs, sociales et économiques. On en parlera après. Considérables. Mais c'est donc, je me trouve donc, somme toute, avec 15 ans de plus que n'en avaient les gens qui vont à la retraite. Au moins, je ne fais pas un métier. Je crois avoir une certaine mission. Je la remplis tant que j'en ai la force. Quand j'en aurai plus la force, eh bien, je m'en irai. Je prononcerai mon oncle Dimitis. Est-ce que vous avez fait un bulletin de santé avant de vous lancer dans cette campagne présidentielle ? Bien sûr, j'en fais tous les ans. Tous les ans, un bulletin de santé très sérieux. Alors dans quelques instants, Jean-Marie Le Pen, on parlera de votre campagne avec des révélations, des indiscrétions, des surprises. On parlera également de votre succession, s'il y a lieu. Et vous verrez que votre fille Marine ne fait pas forcément l'unanimité, même au sein du Front National. Enfin, Bernard de la Villardière nous rejoindra sur le plateau pour vous poser les questions que tout le monde se pose. Voilà ce qui vous attend. Vous n'allez pas aller dans les usines, dans les banlieues comme les autres candidats ? Et ils vont les autres dans les banlieues, ça m'apportera quoi ? Je veux bien y aller dans les banlieues. Je ne vais pas dans les banlieues parce que les banlieues viennent à moi. Retour sur le plateau de 5 ans avec pour la deuxième partie de l'émission en compagnie de Jean-Marie Le Pen, le président du Front National. Jean-Marie Le Pen, on va s'intéresser à votre campagne maintenant avec des images inédites et étonnantes. On vous a suivi à plusieurs reprises ces dernières semaines. C'est un reportage de Delphine Pruneau. Dimanche matin, à bord d'un vol commercial Paris-Nantes. Jean-Marie Le Pen relit son discours et passe en revue la presse. À la une des journaux, le discours-programme de Ségolène Royal, attendu ce jour-là. Je m'intéresse à la sortie de la femme à Jules cet après-midi. Jules, elle va parler. Jules, c'est son mec, c'est le premier secrétaire. Hop là, il y a du monde dans les bras. Avant le meeting, Jean-Marie Le Pen fait une pause dans un hôtel à proximité de l'aéroport. Bonjour, Président. Au revoir. Salut. Vous avez fait bon voyage, Président ? Excellent. Eh bien. On le dit assagi, moins provocateur. Pourtant, quand il découvre dans un quotidien un extrait des confessions de Jacques Chirac bientôt publié, on retrouve bien le style Le Pen. Je ne peux supporter tout ce qui est racisme et xénophobie. La sulfureuse photo, un coup monté par le président du FN. Quelle ordure! Mais quelle ordure ce type! Quand il dit qu'il ne m'a pas serré la main, c'est un menteur. Mais on sait qu'il est le plus grand menteur de la France politique. Est-ce qu'il y aura une rue Chirac? Du côté de la Villette, là. Une rue Chirac. Une impasse. On pourrait lui donner derrière la santé. Une impasse, oui, à côté de la santé. Une impasse Chirac. Recule-le, tu l'as avancé le siège. Voilà, c'est bon, ça y est. Et il ne recule pas plus? Là au maximum, il est. Place pour les jambes, hein. Direction le parc des expositions de la Beaujoire, sous escorte. Jean-Marie Le Pen y organise un banquet patriotique. Il paraît que tu as fait dérailler le train. Mais d'abord, il veut rencontrer les journalistes. Alain, où sont tes journalistes? Ils sont là? Il arrive. Le sujet principal, les 500 parrainages nécessaires à sa candidature, le feuilleton de sa campagne. Mais une question inattendue lui déplaît, c'est un sondage. 69% des jeunes préféraient que vous n'ayez pas vos 500 signatures. Je n'ai pas vu ce sondage. Ben, ça prouve qu'ils ne sont pas très loyaux dans leur tête. Parce que s'ils ont donc peur que j'ai du succès alors. C'est étonnant parce qu'en 2002, j'étais le premier chez les jeunes, le premier de tous les candidats. Là, peut-être vous êtes le candidat curieux des vieux. Comment? Peut-être que maintenant vous êtes le candidat des vieux. Eh bien, on va bien voir, cher monsieur, on va voir. On va voir ça. Moi, je vois ça sans problème et sans crainte. En réalité, en 2002, Jean-Marie Le Pen n'a pas réalisé le meilleur score chez les jeunes. En coulisses, il interroge son attaché de presse. C'est un truc qui passait là, c'est quelque chose qui est sorti.
et notre caméra n'est plus la bienvenue. On n'a pas appelé, là, on va mettre un peu. Non, c'est bon, faites le tour de l'autre côté, là-bas. Dans la salle, près d'1 millier de militants attend son entrée en piste. En un demi-siècle de combat politique, Jean-Marie Le Pen vit des rendez-vous plus enthousiasmants que d'autres. J'ai fait ça des milliers de fois. Et on y trouve du plaisir encore? Ça dépend des jours. Bain de foule, repas autour des sympathisants et après le dessert, le discours. Sa marque de fabrique, l'improvisation sur l'actualité, teintée d'un humour bien à lui. Les gouvernements français, maintenant, en toutes circonstances, rasent les murs. On disait quand j'étais petit garçon, il est tellement timide qu'il n'ose même pas dire que son cul est à lui. À 78 ans passés, le doyen des candidats veut montrer qu'il est toujours capable d'assurer le spectacle. Oui, c'est vrai, j'ai cet âge-là, mais est-ce que j'ai, oui ou non, la capacité de faire ce que je fais? Je crois que oui. On n'est plus tout jeune, hein, on va avoir 70 ans. Et alors, mais demain on peut mourir. Nous, on ne sait pas où prend la route ce soir. Demain on peut être mort. Donc il n'y a pas d'âge pour mourir. Mais il y a des gens à 50 ans qui sont plus vieux que lui. Voilà, exact. Vous ne trouvez pas fatigué, un peu? Non, moi je le vois très très bien président. Et pour finir, séance de dédicaces sur des t-shirts et même sur des gadgets de campagne. Ça c'est tapis de souris? Tapis de souris, c'est quoi? Et avec l'ordinateur. La souris, c'est le petit. Ah oui. Pour déplacer le curseur sur l'écran. Tapis souris. Voilà. À ses admiratrices les plus fidèles, il donne sans compter. Une cure de jouvence pour le vétéran de la campagne 2007. Je suis un patriarche. Je n'arrive pas à m'y faire. Je me vois toujours en jeune hussard, moi. Prêt à charger. Ça s'arrête jamais? Arrête pas. Usque ad mortem. Mourir sur scène. Jusqu'à la mort. 5 jours plus tard, direction la Picardie. Jean-Marie Le Pen mène campagne surtout dans les médias et assure peu de déplacements. Sauf aujourd'hui en baie de Somme, où il choisit de visiter un cimetière. Le cimetière chinois de Noyelles-sur-Mer. Drôle d'endroit pour une rencontre. Quel est le rapport avec la campagne? Bien écoutez, c'est à vous de l'établir. Je pense que vous ne manquez pas de finesse. Vous trouverez certainement. Oui, il y a des noms. Il rend hommage aux 850 coulis chinois au service des troupes britanniques en Picardie pendant la Première Guerre mondiale. Inconnu cela. À la sortie, la visite lui inspire un proverbe très personnel. Oui. Un Français vivant vaut mieux qu'un Chinois mort. Ça veut dire quoi, monsieur? Il faut toujours vous expliquer les choses. Rendez-vous ensuite dans le bar du village pour rencontrer les habitants. En réalité, essentiellement des sympathisants. Contrairement à ses adversaires qui se rendent dans les usines ou dans les banlieues, Jean-Marie Le Pen, lui, choisit son public. C'est pas des Français, les gens qui sont là? Qu'est-ce qu'il faut pour vous intéresser, que ce soit des étrangers? Alors je vous rappelle quand même que je suis officier de la Légion étrangère. Alors c'est vous dire que des étrangers, j'en ai beaucoup vus et j'en ai beaucoup commandé. Voilà. En fin d'après-midi, dans le département voisin de l'Oise, conférence de presse. Seuls les premiers rangs sont occupés par des journalistes, les autres par des militants. Et Jean-Marie Le Pen ne perd jamais une occasion de s'adresser à eux. Même si on vous a bourré le crâne sur Le Pen, représenté, souvenez-vous, pendant des années et tous les jours dans le monde, par les dessins de M. Plantu, avec des bottes, un baudrier, une chemise noire et un brassard. Qui, en France, m'a vu dans les 60 dernières années avec des bottes, un brassard et une chemise noire? Personne. Nous sommes vendredi soir, début du week-end, et pour le candidat, cette fois, pas de déplacement prévu. Qu'est-ce que vous faites ce week-end? Qu'est-ce que je fais de ce week-end? Et ta sœur? Monsieur Le Pen. Qu'est-ce que je fais ce week-end? Je travaille. Je dois préparer mon discours de lundi à la conférence de presse sur les maires, hein, voilà.
Eh ben, j'ai de l'ouvrage. Hein. C'est ce qu'il y a de merveilleux dans ce métier-là, c'est qu'on apprend toujours quelque chose. Hein, quelque chose de nouveau. La preuve, il n'y a pas longtemps que je sais qu'il y a 30 000 centenaires en France. Ah oui, alors moi, ça ne peut-être pas encore débarrassé de moi, hein, même pour la prochaine fois. Je vais me mettre entre les deux, voilà. Comme ça. Gousi. 8 jours plus tard, convention présidentielle à Lille. Jean-Marie Le Pen réunit les 2000 cadres de son parti et présente son programme. Mais ce midi, il est d'abord spectateur et assiste au discours de ses lieutenants devant les jeunes du front. Une silhouette féminine, un style oratoire déjà connu, c'est Marine, sa fille, sa doublure. N'ayez pas honte, jamais n'ayez honte de faire partie. Sortie de l'ombre le 21 avril 2002, à l'aise dans les médias, Marine Le Pen séduit les jeunes du parti et occupe une place grandissante. Pour qui là? C'est pour moi. Oui, mais moi, c'est pour moi. Bio. D'accord. Comment avez-vous appris l'intérêt qu'on porte à son peuple et l'envie de vouloir changer les choses? C'est quelque chose qu'on a en soi ou qu'on n'a pas. C'est pas quelque chose qui s'apprend. D'ailleurs, quand on essaye de leur apprendre, on fait l'ENA et on voit ce que ça donne. Sur les traces du chef. Même si Jean-Marie Le Pen n'est pas toujours très tendre avec sa fille, son épouse Jeannie peut en témoigner. Madame Le Pen, je voudrais grignoter. Pourquoi parfois est-il dur contre elle, même publiquement? Ah, mais il est dur avec... On ne peut pas s'empêcher de lui lancer une bille. Il a des petites colères comme ça, mais avec son chien qu'il adore, avec moi qu'il aime beaucoup, je crois. Pour moi, elle a rempli le même rôle qu'un fils. Mais elle n'est pas mon aînée, d'ailleurs. Elle est la Benjamine. Donc, vous voyez, le destin peut prendre différentes formes. Pour l'heure, Jean-Marie Le Pen tient toujours le haut de l'affiche. Je suis le candidat de la vie. Vive la nation, vive le peuple, vive la France, vive la vie, vive la victoire. Jean-Marie Le Pen, si vous deviez retenir un moment de votre campagne, ce serait quoi? Le moment le plus fort que vous ayez vécu? Je ne l'ai pas encore vécu puisque la campagne va encore durer quelques semaines. Alors j'attends toujours un moment plus fort que cela. Alors vous dites que vous comptez rester en haut de l'affiche encore très longtemps. Jusqu'à quand? Est-ce que c'est votre dernière campagne présidentielle? Je n'en sais rien. Je ne me fixe pas d'objectif, de date. Je vous ai dit, je suis dans le sentiment d'avoir une mission et je me bats tant que je n'ai pas réussi à mettre en place dans notre pays la politique salvatrice dont il a besoin. Voilà. Et j'espère pouvoir le faire à l'occasion de cette campagne présidentielle, mais je me battrai tant que j'aurai un souffle. Un jour, Jean-Marie Le Pen, forcément, vous passerez la main. Oui. Est-ce que cette main, vous avez Comme envie de la passer? Vous savez. Exactement. Mais oui. Est-ce que vous avez envie de laisser le Front National à la famille, c'est-à-dire à votre fille Marine? Non, madame, ça n'est pas dans ces termes-là que ça se décide. Cela, le mouvement que je préside et que j'ai fondé est un grand parti politique français et il a ses propres statuts. Il désignera son président selon ses propres règles. Il se trouve que Marine est une des valeurs de ce mouvement. Et je ne sais pas si elle aura l'intention de poursuivre le combat comme elle l'a fait jusqu'à présent, mais à ce moment-là, elle sera sur les rangs pour éventuellement prendre des responsabilités. Ce n'est pas héréditaire chez nous, le pouvoir. Jean-Marie Le Pen, on va maintenant accueillir Bernard de la Villardière sur ce plateau. Bernard de la Villardière qui va vous poser les questions que tout le monde se pose. Bonjour Bernard. Bonsoir. Alors on va parler du programme du Front National et de Jean-Marie Le Pen et on va commencer avec l'immigration, Bernard. On va commencer par l'immigration qui tient une place importante de votre programme, c'est même le premier chapitre je crois. Vous voulez inverser les flux migratoires, cela signifie que vous voulez contraindre ou en tout cas inciter les étrangers à partir, à quitter la France et votre botte secrète pour cela c'est de leur supprimer les aides sociales et les allocations familiales en les réservant aux seuls Français, c'est ce qu'on appelle la préférence nationale. Absolument, vous avez parfaitement exposé l'essentiel de notre programme. Il ne sait pas tout à fait... Et à votre avis? Oui. Pardon. Et alors à votre avis, dans quel délai cela va fonctionner? Écoutez, je pense que déjà il faut arrêter l'immigration, car elle continue d'entrer dans notre pays à peu près à la cadence de 500 000 nouvelles personnes par an. Et aggravant, ça me semble beaucoup, non? On estime d'après les statistiques du ministère, il y aura entre 200 000 et 400 000 ce sont les personnes statistiques en situation irrégulière en France aujourd'hui. Dont nous savons qu'elles sont généralement fausses et généralement biaisées, comme à peu près dans tous
tous les informations qui nous sont données. Et il y a un sujet qui est véritablement tabou, et les vôtres sont pour lequel il est extrêmement difficile d'obtenir des informations, et surtout des informations chiffrées, c'est l'immigration. Et nous avons dû travailler beaucoup pour essayer de cerner les chiffres vrais. Mais il y a un chiffre qui doit déjà vous éclairer, monsieur. En 1945, il y avait 40 millions de Français. Il y en a aujourd'hui plus de 65 millions. D'où sont venus, à votre avis, les 25 millions supplémentaires ? Un petit peu du baby-boom, un petit peu. Ouais, un petit peu du prolongement de la vie. Beaucoup de natalité, monsieur Le Pen. Non, madame, nous avons une natalité. On est un pays d'Europe qui a le plus fort taux de natalité. Comment ? On est un des pays d'Occident qui a le plus fort taux de natalité. L'année dernière, nous avons généralement un taux de 1,7, alors qu'il faut un taux de 2,1 simplement pour renouveler les générations. Et nous n'avons jamais atteint ce chiffre-là depuis 30 ans au moins. Jean-Marie Le Pen, dans votre programme, vous dites que cette immigration, elle a été poussée par le grand patronat. Au départ, oui. Au départ. Et le grand patronat, justement. Et comment les secteurs comme l'hôtellerie, comme les BTP, comme les hôpitaux vont-ils faire pour remplacer ces étrangers? Vous savez comme moi, vous fréquentez les hôpitaux, vous fréquentez les administrations. S'adresser aux millions. Comment on va faire pour les remplacer dans la mesure où on sait que les Français ne prendront pas ces emplois? Ah bon, on sait que les Français ne prendront pas ces travails-là. Mais on le sait bien, on est condamné dans les BTP notamment. On est condamné à embaucher de la main-d'œuvre étrangère parce que les Français ne veulent plus occuper ces emplois. Probablement qu'ils ne sont pas assez bien payés et que la formation professionnelle n'est pas faite de façon convenable. Je trouve extravagant que dans un pays où il y a 5 millions de chômeurs, il y ait des secteurs entiers d'activité qui ne trouvent pas de gens à employer. Je trouve que c'est assez scandaleux et ça prouve que la politique d'assistance... Vous allez aux États-Unis, les étrangers occupent ces emplois également. La politique d'assistance, en fait, détourne les gens du travail. En fait, les gens considèrent qu'après tout, cumuler les unes avec les autres, les différentes aides sociales font qu'il vaut mieux être assisté que d'être travailleur. C'est la raison pour laquelle je souhaite inverser ce courant-là et en effet permettre que les travailleurs puissent d'abord conserver la plus grande partie de l'argent qu'ils fabriquent et qu'ils gagnent, n'est-ce pas, à leur bénéfice. Et je crois aussi que il faut que leur rémunération soit relevée et de façon à ce qu'il y ait une nette différence entre l'assistance sociale et la rémunération du travail. Tant que la rémunération du travail sera proche de l'assistance, beaucoup de gens seront tentés de ne pas aller travailler. Et comme je l'ai dit l'autre jour aux jeunes de banlieue, je leur ai dit, écoutez, n'attendez pas que le travail vienne à votre rencontre dans les banlieues, faites ce qu'ont fait nos pères avant vous, prenez votre baluchon sur votre dos et allez chercher le travail là où il se trouve et n'hésitez pas à l'employer. Parce que, dites-moi, ce que je dois bien comprendre dans tout ce que vous dites, c'est que les jeunes des banlieues considèrent eux aussi que le travail du bâtiment, c'est trop dur, sans doute. N'est-ce pas? Non, mais vous savez qu'il faut des emplois. La plupart des immigrés qui sont entrés dans notre pays, et c'était avant la guerre, notamment des Italiens, eh bien, ils travaillaient dans le bâtiment, voyez-vous? Et la plupart d'entre eux, chez moi, en tout cas dans le Morbihan, maintenant, ils sont entrepreneurs, de gros entrepreneurs. Ils ont fait leur vie au bout de plusieurs décennies. Il y a beaucoup de médecins d'origine étrangère qui occupent des emplois, l'assistance publique, etc. Il y a beaucoup de médecins. Oui, monsieur, mais vous savez pourquoi? Syriens. Vous savez pourquoi? Vous savez qu'on a fait un numerus clausus. Vous savez que les Français se sont empêchés de faire des étudiants en médecine. Oui, mais maintenant, alors ce sont là, tout ce que vous me dites là, c'est le fruit de la politique menée depuis 30 ans, en particulier depuis 30 ans, par des gens qui sont aujourd'hui candidats. Parce que M. Bayrou est le président de l'UDF, M. Sarkozy est le président de l'UMP, et Mme Ségolène Royal, la candidate du Parti Socialiste. Ce sont ces partis-là qui ont gouverné la France, soit en alternance, soit en cohabitation, depuis 30 ans. Et toutes les politiques qui conduisent notre pays au désastre économique et social, ce sont eux qui sont les responsables. Sur l'Europe, si vous voulez bien, vous voulez sortir donc des accords de Schengen et rétablir les frontières entre la France et les pays voisins. Absolument. Dans quel délai, là aussi? Le plus rapidement comment la France ne peut-elle pas honorer ses traités, sa signature? L'Europe, de toute évidence, est dans une impasse. Depuis que la Constitution européenne, dont je vous rappelle que M. Sarkozy, Mme Ségolène Royal et M. Bayrou étaient partisans. Ils étaient partisans du oui.
moi j'étais un des leaders du non. C'est le non qui l'a emporté par 55% des voix quand le peuple a eu pour une fois la parole. Vous étiez d'accord aussi avec Laurent Fabius ou encore Olivier Besancenot? Oui, peut-être, oui, peut-être qu'ils n'avaient peut-être pas le même poids sur leur parti que moi j'avais sur le mien, il est vrai. Bon, cela étant... mais vous voulez quitter l'Europe ou vous voulez qu'on quitte Mais écoutez, monsieur, européenne? vous avez tout à fait dit ce que je voulais faire. Par conséquent, n'extrapolez pas. Pour l'instant, mon intention est de... Puisque l'Europe est dans une impasse et que la situation que l'Europe, dont on nous avait dit qu'elle allait nous fournir le plein emploi, le bonheur et les rivières de lait et de miel, pour l'instant, la France est le pays du monde qui a la plus petite croissance. Et l'Euroland, c'est-à-dire l'Europe, est la région dans le monde qui a la plus petite croissance. C'est donc un échec patent. Confirmé. Par conséquent, il faut changer cela. Or, c'est comme je m'aperçois... 2,7% la croissance en Europe. C'est pas si mal. C'est 2,7%, je crois, la croissance moyenne en Europe. 2,7%. Non, la France, c'est 1,7%. Mais jamais de la vie, monsieur. Jamais de la vie. Mais jamais de la vie. Vous confondez avec le chiffre de l'OCDE, qui n'est pas le chiffre de l'Europe. L'Euroland est aux alentours de 2%, et la France, probablement en dessous. On le saura exactement, probablement l'année prochaine, car là aussi, les chiffres sont sollicités. On a toujours des mauvais chiffres, quoi. Oui, très mauvais chiffres, madame. Très mauvais chiffres. La situation est catastrophique. Alors, comment vous faites-vous pour avoir les bons chiffres ? Et comment ça ? Comment vous faites-vous pour avoir les bons chiffres alors que nous, Parce que moi, je cherche, moi, je recherche. Je vais vous donner un exemple. Monsieur Sarkozy nous dit qu'en matière d'insécurité, il y a 3 400 000 crimes et délits. L'observateur, qui est l'observateur de l'insécurité, lui, il dit 12 400 000. Voyez-vous la différence ? Ce sont deux organes officiels qui donnent des chiffres. Ça dépend ce qu'on met dans la délinquance et dans les agressions, etc. Enfin, c'est une question de formule, là aussi. Non, c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on peut avoir des chiffres très différents selon bien sûr, mais moi, j'explique pourquoi ça se passe comme ça. Moi, j'explique qu'il y a 12 400 000 personnes qui sont victimes de l'insécurité, et M. Sarkozy nous explique qu'il ne prend en compte que les gens dont les plaintes sont prises en compte. Une fois donc, pour l'Europe, si vous êtes élu... pour l'Europe, je pense, on ferme les frontières, ou en tout cas, on rétablit les postes douaniers, les postes de contrôle, etc. On ne ferme pas les frontières. Les frontières, vous savez, c'est comme des fenêtres et des portes. Et quand il fait chaud, on ouvre les fenêtres. Quand il fait froid, on les ferme. On les entrouvre quand il fait le printemps. Voyez-vous, les frontières, c'est la même chose. Moi, je constate une chose. C'est que la France a perdu 2 millions d'emplois industrielle. Elle a perdu 4,5 millions d'emplois agricoles et elle a perdu 1,5 million d'emplois d'artisans et de commerçants. Et ceci parce que nous sommes soumis à la pression, à la fois d'une part migratoire, mais aussi à la pression de la concurrence mondiale de pays qui n'ont pas les mêmes prix de revient que nous. Et par conséquent, il faut filtrer cela. Faute de quoi, toutes les entreprises françaises vont devoir déposer le bilan ou se délocaliser, entraînant un chômage supplémentaire et une ruine générale. Or, comme rien n'a été fait dans ce domaine-là, et que les gens qui nous gouvernent sont responsables de cette politique, je m'inscris, moi, en effet, contrairement, en opposition à cette politique. Et alors, je dis à l'Europe, ou bien vous allez nous permettre de remettre en place nos protections, la protection de nos frontières, ou bien vous ne le ferez pas. Si vous ne le faites pas, nous n'irons pas à la catastrophe avec vous. Il y a une coopération judiciaire, il y a une coopération policière, enfin il y a quand même des organismes européens qui permettent de contrôler les frontières au-delà de la France. En dehors de l'Union, où contrôle-t-on les frontières? Voyons, monsieur, Zapatero et Berlusconi ont l'an dernier régularisé 1,5 million de clandestins. Or, par le jeu des institutions européennes, ce 1,5 million de clandestins a la possibilité de venir chez nous et de s'y installer. Par conséquent, nous n'avons aucune protection par les pays étrangers voisins. C'est pas vrai. Permettez qu'on aborde les questions de fiscalité, peut-être. Moi, je permets tout ce que vous voulez. Vous êtes chez vous. En divisant par 2 l'impôt sur le revenu, ou vous voulez diviser par 2, je crois, l'impôt sur le revenu. Non, ce n'est pas exactement la formulation qui a été retenue, puisque nous avons pas prévu... Il y a 5 ans, vous vouliez le supprimer, mais il me semblait que là, maintenant, vous vouliez le diviser par 2. Je persiste à penser, avec l'unanimité des prix Nobel d'économie, qu'il faut supprimer l'impôt sur le revenu, car c'est un impôt stupide et qui est paralysant pour l'économie. En effet, c'est un impôt qui est pratiquement à la source, alors que la sagesse veut que l'on perçoive l'impôt plutôt à l'embouchure du flux et alors vous allez fiscal. compenser ces pertes comment? C'est-à-dire en augmentant la TVA, peut-être, non? Non, au contraire, je crois, vous savez ce que j'espère, moi, c'est que quand on aura libéré l'entreprise, quand on aura libéré le travail, quand on aura donné aux gens l'envie de travailler, parce qu'ils sauront
sauront qu'ils gardent une partie de l'argent qu'ils gagnent pour eux, eh bien, à ce moment-là, on connaîtra un développement de l'économie. Et c'est sur des masses beaucoup plus importantes que donc la fiscalité. Vous avez davantage taxé les entreprises ? Non, la fiscalité, non, je la diminue. Au contraire. Là aussi, mais alors, les recettes sont où alors ? Où sont où les recettes ? Mais justement, les recettes, eh ben, elles sont d'abord dans la limitation, dans la fin de l'immigration. C'est un des moyens de retrouver. Oui, bah écoutez, à votre avis, les gens qui sont là, les gens qui sont là, il y en a beaucoup qui travaillent. Et non, qui non, cotisent. monsieur, mais il y en a beaucoup qui ne travaillent pas. Oui, mais il y en a beaucoup qui travaillent aussi. Qu'est-ce que je dis aux étrangers qui sont dans notre pays ? La France n'est pas, je ne suis pas xénophobe, je suis francophile. Par conséquent, les étrangers seront parfaitement admis chez nous, à condition qu'ils soient capables d'assurer leur subsistance. S'ils sont capables de payer leur logement, s'ils sont capables de payer leurs soins et de subvenir à leurs besoins, il n'y a pas de problème. La France, en revanche, il y a, cher monsieur, des millions de gens dans notre pays, et en particulier parmi des millions, oui monsieur, bien sûr, des millions de gens qui sont assistés. Vous voulez mais il y a tous étrangers, mais beaucoup sont étrangers. Et quand les étrangers, quand on aura fait l'économie de ces versements aux étrangers, eh bien il y en aura plus pour les Français, dont c'est l'argent. C'est vrai que mon principe général, c'est la préférence nationale. Je considère qu'en France, les Français ont un droit privilégié de bénéficier des avantages sociaux, ces avantages sociaux sont consentis avec leur argent. Une dernière question concernant le référendum. Vous voulez recourir davantage au référendum, oui, notamment à travers le référendum d'initiative populaire. Est-ce que vous êtes pour organiser un référendum sur le rétablissement de la peine de mort, par exemple ? Est-ce que c'est dans vos projets ? Personnellement, je suis favorable à la peine de mort. Oui, je considère que la libération au bout de 15 ou 20 ans de criminels d'habitude, de serial killers, comme on dit, n'est-ce pas, de gens dont on sait qu'ils vont recommencer à tuer ou à violer quand ils seront libérés. Donc, eh bien, je pense que la prison perpétuelle n'existe pas. S'il y avait la prison perpétuelle, comme aux États-Unis, eh bien, cela pourrait à la rigueur se discuter. Mais, comme on sait que les mêmes qui sont contre la peine de mort sont aussi contre la prison perpétuelle, ils sont d'ailleurs en règle générale contre la prison elle-même, ils prennent toujours le parti des criminels contre les victimes. Moi, je dois dire que je prends le parti des victimes contre les criminels. Donc un référendum ? Oui, on peut éventuellement, mais ça n'est pas la chose la plus importante pour l'instant. On guillotinait encore très peu de gens. Je crois que c'est M. Giscard d'Estaing et avant lui M. Mitterrand, peut-être, qui ont guillotiné un certain nombre de gens. À l'époque où il était ministre de l'Intérieur ? Oui, absolument. Non, ministre de la Justice. Mitterrand n'a guillotiné personne. Fernand Yveton. Fernand Yveton, qui avait mis une bombe à l'usine à gaz d'Alger, guillotiné sur l'ordre de la Justice. François Mitterrand, oui, ministre de la Justice. Oui. Je ne sais pas comment d'ailleurs les communistes le lui ont pardonné, mais enfin, ils le lui ont pardonné en tout cas. Bernard, merci. Jean-Marie Le Pen, vous connaissez le principe de 5 ans avec. À la fin de chaque émission, on termine avec ce qu'on appelle des questions indiscrètes. C'est parti. Jean-Marie Le Pen, qu'est-ce que votre épouse aime le moins en vous ? Faut lui demander, je ne sais pas. Elle ne me l'a pas dit, probablement pour ménager ma susceptibilité. Est-ce que vous êtes croyant ? Oui. Est-ce que vous pouvez me dire quelque chose en verlan ? Oui. Jourbon. Si vous pouviez être quelqu'un d'autre, vous seriez qui ? Je ne sais pas, je suis inimitable. Est-ce que vous avez un juron favori ? Oui, c'est presque un juron beyroutiste parce que c'est Pocap de Dius. Ça vient d'où ? Ah, ça vient des Trois Mousquetaires. Est-ce que vous savez envoyer un SMS ? Oui, je crois. Et les lire aussi. Est-ce que vous fumez ? Non, je ne fume plus depuis 40 ans. Est-ce que vous avez déjà fumé un pétard ? Non, je n'en ai pas éprouvé le besoin. Vous buvez combien de verres par jour ? Combien de verres. De verres de quoi ? De vin ? Je bois en général un verre de vin rouge à midi, un verre de vin le soir, parce qu'on m'a dit que c'était bon pour les artères. Le dernier cadeau fait à votre épouse, c'était quoi ? Je pense que c'est un petit collier, je crois. Est-ce qu'il vous arrive de reconnaître que vous avez tort ? Ah oui, ça m'arrive, bien sûr, oui, évidemment. Et quand ça m'arrive, je m'en excuse auprès des gens que j'ai pu blesser ou... Oui. La dernière fois, c'était quand ? Je ne sais pas, ça m'arrive souvent. Quand je marche sur le pied de quelqu'un, je m'excuse, je vous assure. Si vous pouviez changer quelque chose en vous, ce serait quoi ? Les performances physiques. J'aimerais être plus rapide, plus souple
mais je fais avec. Jean-Marie Le Pen, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'être venu sur le plateau de 5 ans avec. Bernard, merci. On vous retrouve ce soir, Bernard, dans Enquête exclusive. En Guyane, le dernier Far West français. Au nouveau Far West français. 22h45, voilà. Donc Enquête exclusive. Amazonie, superbe doc. Voilà, avec Bernard de la Villardière. La semaine prochaine, ce sera Ségolène Royal qui sera l'invité de 5 ans avec. Merci à tous et bonne fin d'après-midi et bonne soirée sur M6. Enquête exclusive, 22h45 avec Bernard de la Villardière.